viscéralement, amoureusement marocain. Tel était Edmond Amran El-Maleh. Pour cette première de votre case documentaire des histoires et des hommes, Soumia Drouri nous propose ce soir Edmond El-Maleh, un captif amoureux. Au-delà du portrait, ce documentaire, premier d'une série inédite intitulée Le film d'une vie, Charit El-Hayat, va à la rencontre de personnalités au destin exceptionnel. L'ambition de la réalisatrice Soumia Drouri est de lever le voile sur des personnalités, mais aussi sur leur époque. Né avec la révolution bolchevique d'octobre 1917, Edmond El-Maleh a traversé le siècle passé et enjambé le nouveau millénaire. Marocain, juif, berbère, arabe, palestinien, francophone, Edmond El-Maleh a été unique dans sa diversité, une synthèse vivante de l'identité plurielle du Maroc. Il a été tour à tour enseignant, résistant, communiste, journaliste, écrivain, critique d'art, avec un seul dénominateur commun, l'engagement et l'amour immodéré pour son pays, son histoire, sa mémoire et ses cultures. Nous sommes devant une situation d'une gravité extrême. Cela demande de notre part un combat de tous les jours et de tous les instants à l'égard du peuple palestinien, mais pour oser une vérité qu'on ne peut plus cacher. Aujourd'hui, pour Edmond Amran El-Maleh, la création d'Israël est une trahison du judaïsme. Lui a toujours vécu le départ des Juifs pour Israël comme étant une mutilation très profonde. Edmond Amran El-Maleh se considérait marocain juif et non l'inverse. Pour lui, c'était beaucoup plus important de rester fidèle à sa sensibilité que de courir derrière une carrière d'écrivain, parcourir les salons et avoir des prix. C'était quelque chose qui n'était pas très important pour lui. Il avait besoin du Maroc pour vivre, pour respirer. Il aimait d'une manière folle son pays. J'ai rarement vu quelqu'un attaché à un pays comme lui. Il était multiple et unique dans sa diversité. Marocain, juif, berbère, un peu arabe, palestinien. Il a traversé tout un siècle, mais le temps n'avait pas d'emprise sur lui. Il avait les yeux pétillants d'un jeune homme de 20 ans, le regard vif, l'esprit vivace, le verbe mordant et le sourire sincère. Il a été tour à tour résistant, enseignant, communiste, journaliste, écrivain, mécène, engagé pour toujours. Notre personnage ce soir est un grand amoureux, un amoureux captif de son pays, de son histoire, de sa mémoire, de ses cultures. Il s'appelait Edmond Amran El-Maleh et voici son histoire. Tous les Marocains qui étaient de passage à Paris passaient à Montparnasse, au 5e étage. La porte était toujours ouverte d'ailleurs. D'ailleurs, il ne la fermait jamais à la clé, c'est vrai. On pouvait rentrer comme ça. Quand il connaissait un Marocain qui était intéressant, qui lui paraissait intéressant, peintre ou écrivain ou étudiant, un truc comme ça, donc il faisait tout pour le faire rencontrer les autres Marocains qui étaient dans sa sphère aussi. Il faisait des liens. Il reliait beaucoup de gens chez lui, donc chez lui d'avoir des gens se connaissaient, se rencontraient. Pour lui, c'était avoir du monde autour de lui, c'est une manière de s'accrocher à la vie.
je sentais chez lui comme si on lui apportait une fenêtre sur un ailleurs différent de ce qu'il a l'habitude de voir. À l'époque, j'avais un atelier à Montreuil que je partageais avec beaucoup d'artistes. Et il aimait bien venir à l'atelier, côtoyer tous ces artistes. Il aimait bien ces désordres un peu créatifs dans lesquels on vivait à l'époque. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont faites chez Edmond, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas. Il m'a introduit auprès de beaucoup de gens, donc il m'a fait connaître pas mal de gens. C'est lui qui m'a fait connaître Taha, donc on allait souvent chez lui. Il m'a fait connaître aussi des écrivains, des peintres. Bon, c'est par lui que j'ai connu Yamo, Ibrahim, même d'autres. Le 114, un lieu mythique, un salon littéraire, un foyer pour de nombreux intellectuels marocains. Edmond et son épouse y recevaient simplement mais chaleureusement. C'était pas de la mondanité du tout, mais Edmond aimait beaucoup recevoir ses amis marocains, et puis alors il parlait l'arabe avec eux. Moi ça me gênait un peu parce que je ne comprenais rien. Et souvent quand il avait du monde aussi, il allait dans la cuisine, c'est lui qui faisait la cuisine, il aimait beaucoup faire la cuisine et il aimait beaucoup recevoir, mais recevoir pour partager. Il aimait cuisiner et son épouse n'a jamais cuisiné, c'est lui qui faisait la cuisine pour son épouse et ses amis. Et il aimait bien cuisiner des trucs assez compliqués, c'est pas des petites tagines comme ça vite fait, il faisait des choses très, très compliquées. Et là, il était assez doué. Son accès à la cuisine n'était pas avec l'établissement dans nos rapports hommes-femmes. L'accès à la cuisine, il a y accès dans l'esthète, c'est un homme de lettres. Quand il vous parlait d'un plat ou d'une pâtisserie ou d'un vin, ou de toutes les variétés de l'huile d'argan, c'était une épopée. هو تيسخر من هذه القضيه تيقول لك ودي فرنسا عرفوني كطباخ وما عرفونيش كأديب. Edmond est un cordon bleu connu, reconnu, mais il est surtout un écrivain à part, inclassable. Moi, quand je l'ai connu, il n'écrivait pas. Ou alors, peut-être qu'il écrivait en cachette, j'en sais rien. Et en 80, c'est-à-dire 7-8 ans après l'avoir connu, il m'a donné à lire un manuscrit. C'était Parcours immobile. Son œuvre inaugurale, un récit éclaté, fragmentaire, un roman qui flirte avec les frontières de l'autobiographie, qui bouleverse la logique de la narration avec des références à son enfance, à son passé politique. Et je trouvais ça formidable, je trouvais ça un beau livre qui parlait justement de son itinéraire de juif marocain au Maroc et tout ça. Mais avec une richesse d'inspiration. Il ne parlait pas que de lui, il parlait aussi de toute une époque. Et j'ai présenté le livre à François Maspero, qu'il a tout de suite accepté, il a publié. Et à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle vie pour Edmond. Edmond Amran El-Maleh embrasse la carrière littéraire sur le tard, à 63 ans. L'écriture a jailli un jour comme une révélation, un besoin impérieux, durant un séjour dans une maison de campagne en Bourgogne, chez sa belle famille. C'était quelqu'un d'extrêmement matinal et il écrivait très tôt, très tôt. Donc chez lui, il y avait toujours cette petite machine qu'il mettait dans sa chambre et le matin jusqu'à 11h, elle était sur la table de salle à manger où il se mettait avec une grosse théière chinoise, je me souviens. Il buvait du thé et il écrivait. Il va être dans une situation, un jeune écrivain de 60 ans, et en même temps, quelqu'un qui n'était pas dans la mouvance de l'époque, parce que c'est
quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui parlait d'ailleurs. Et c'est pour ça que ces livres avaient une valeur littéraire remarquable. Un écrivain inattendu, anticonformiste à l'écriture labyrinthique qui ne trouvera jamais sa place dans la scène littéraire française. C'est très difficile qu'un livre d'Edmond soit un best-seller parce qu'il faut se souvenir que des livres d'Edmond, parfois on lit 2 pages avant de trouver le point. Quand on se balade d'une virgule à une autre, il faut avoir une concentration. Ce n'est pas des choses qu'on lit comme ça à la légère au bord de la plage. هو ما عندوش واحد الخط ديال الحكي تيبدا في ألف وتنتهي في باء، ما عندوش وترفضوا نهائيا. هذه الطريقة ديال الكتابة تيقول لك هذه البنات ديال 16 عام ما عندهم يدير بها. D'ailleurs, il méprisait les romans un peu, les romans de gare. Il y avait un regard très méprisant vis-à-vis des romans de gare, même s'ils font des millions d'exemplaires. C'est une écriture qui lui était très propre. Ce n'était pas l'écriture de la facilité. Les thèmes qu'il avait choisis n'étaient pas non plus ceux nécessairement du grand public. Un lecteur français aura du mal à comprendre, à saisir les écrits d'Edmond Amran Maleh. Il faut être bercé dans une culture judéo-arabo-berbère pour saisir les différentes subtilités. De toute façon, Edmond n'écrit pas pour le lecteur de la métropole. Avec lui, l'écriture devient subversion, résistance, un acte militant. إدمون كان عنده واحد التصور هو أن هذه اللغة ديال المستعمر هو شد هذه اللغة ورجعها كسلاح مضاد للمستعمر. لهذا كان تيزرع فيها كلمات بالدارجة بالأمازيغية. Edmond va alors transformer sa vie en écriture, comme le disait Marie-Cécile, la philosophe, l'épouse, la compagne et sa première lectrice. Edmond, on ne peut pas le dissocier de Marie-Cécile. C'est très très difficile de le dissocier de Marie-Cécile, qui était une vraie Française du Creux, une bourguignonne du Creux, d'un fond rural, enfin bourgeoisie rurale, mais en même temps avec une culture philosophique immense. Parce que c'est elle qui fait un peu sa profondeur. C'était la philosophe qui ne faisait que de la philosophie, qui ne s'occupait pas d'elle du tout, ni de son physique, ni de son aspect extérieur, etc. Il ne faut pas oublier que Marie-Cécile avait sa propre œuvre de son côté. Et elle n'était pas simplement la compagne, elle avait son écriture, elle avait ses engagements. Il n'était pas pour la facilité dans l'écriture, ni pour la facilité dans les propos. كانت تقرا له النصوص ومر منها الشيء الكثير الكتابة عند إدمون بالخصوص الروايات المطولة ديالو. Récits, nouvelles, textes sur l'art, essais. Durant 3 décennies, Edmond écrira sa vie et vivra son écriture discrètement, loin des feux de la rampe et du succès. Pour lui, c'était beaucoup plus important de rester fidèle à sa sensibilité que de courir derrière une carrière d'écrivain, parcourir les salons et avoir des prix. C'était quelque chose qui n'était pas très important pour lui. Et l'écriture était l'étape naturelle. Après tout ce qu'il a fait, il fallait qu'il y ait ce prolongement. Edmond va alors puiser dans sa mémoire vive pour évoquer ses souvenirs, exorciser ses traumatismes et pour célébrer ses émerveillements face à la beauté et à l'inattendu de l'art et des rencontres. Edmond a vécu 30 ans à Paris, un exil volontaire loin du Maroc des années 60, de la répression aveugle et de la parole muselée. Un exil douloureux, loin du pays de son enfance, de sa jeunesse, heureuse et insouciante, au milieu d'une famille marocaine juive, bourgeoise et cultivée. C'était au milieu des années 20 du siècle dernier.
Essaouira, c'était une ville avec à moitié la population, ou un quart au moins, à ce moment-là, juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une ville où le juif ne se sent pas minoritaire. Mais le petit Edmond n'a pas passé son enfance dans les ruelles étroites et les arcades sombres du Mellah, mais dans une somptueuse maison bourgeoise au cœur d'Essaouira. C'est dans cette ville où Edmond Amram El-Maleh a grandi. C'est dans cette ville où il a passé une bonne partie de sa jeunesse. Sa famille était venue à Essaouira sur ordre du sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah en 1765 à venir s'implanter dans cette ville pour faire prospérer la ville sur le plan économique. Ce n'était pas du tout la moyenne des juifs du Maroc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce sont des gens qui étaient un petit peu exceptionnels. Aïlat El-Maleh, c'est une des familles les plus illustres de la ville. La saga des Maleh à Essaouira est une saga qui a marqué la ville. Une grand-mère paternelle aux origines berbères, une mère raffinée de sa fille, un seul frère Hervé, de quelques années son cadet, et un père nourri par les valeurs d'ouverture de l'Occident. Que ce qui était remarquable pour ce monsieur, c'est qu'il était cultivé en français. Non seulement il parlait français, mais il était cultivé, il avait lu, il lisait. Quant à Madame El-Maleh, était, je pense, d'une part, elle avoir une branche de sa famille d'Essaouira et une autre branche de sa fille. C'était une femme très, très douce, elle était très blanche, elle avait les yeux très bleus, un petit peu comme Hervé. Edmond a tout pour être heureux, mais c'est un enfant fragile, souvent malade, condamné à passer toutes ses journées cloîtré entre les murs de la maison, privé de jeux et d'école, loin de ses petits camarades. إدمون منذ صغره كان مصاب بمرض الربو الضيقة. هذا المرض هذا كان كيفرض عليه أولا ما يلتحقش بالتعليم يعني المدارس العمومية أو الخصوصية. Un petit bourgeois livré à lui-même qui se pose des questions, beaucoup de questions, et qui finit par être fatalement attiré par un monde qui n'est pas le sien. Lui était une famille bourgeoise, un enfant du peuple. Il n'avait que des fréquentations très bourgeoises et très... Mais il avait cette fascination vis-à-vis de ce que le peuple ou le peuple produire peut signifier. Un jeune juif plongé au cœur du peuple qui découvre la chaleur, la fraternité et un nationalisme exacerbé au contact d'une triste réalité, la colonisation. Edmond s'engage dans le combat de la lutte pour l'indépendance, résistant, agitateur, forcément persécuté et contraint à la clandestinité. Il a été très vite sur le terrain, dans la clandestinité, dans l'action, il a été blessé. Il avait appris à parler l'arabe marocain des musulmans, politiques, disons. Et il le parlait très très bien, au point qu'il a fait de la clandestinité dans les quartiers musulmans. Donc il est passé pour musulman. Puis les vents de l'Est ont soufflé. Edmond devient un ardent militant, membre du Parti communiste marocain, bercé par l'idéal égalitaire et enthousiasmé, comme beaucoup d'autres, par la victoire de l'Armée rouge sur les nazis à Stalingrad. Il a eu rapidement sa place à la direction du parti. Je pense qu'à les années 44-45, peut-être 45 plutôt que 44, il était au parti. Le jeune militant est galvanisé par les événements, la présentation du manifeste de l'indépendance, mais son engagement politique n'est plus le même. Son idéal se fissure. Edmond prend progressivement ses distances avec l'idéologie communiste, avec les camarades
et le combat. Je sentais qu'il y avait une différence entre lui et d'autres. C'était toujours la solution la plus facile à prendre. C'était, bon, si les camarades allaient en prison, on ne voyait plus, des choses comme ça. C'était pas un meneur d'hommes, si vous voulez. Mais c'était quelqu'un qui avait ses convictions. Il a été nourri quand même par le marxisme. Mais il n'a jamais été stalinien, il n'a jamais été dans le fanatisme et de l'extrémisme. Et puis aussi en 1956-57 également, c'est l'époque où on a révélé les crimes staliniens et tout ça. Tout ça, ça secouait un peu. Il regrette un peu la dérive stalinienne et qu'il s'était engagé aussi un peu dans ça, parce qu'il était sans le savoir. En 1956, le Maroc est indépendant. Edmond est euphorique mais amer. Ses dernières illusions volent en éclats. Il n'a jamais admis que les Juifs n'aient pas été acceptés dans le parti de l'Istiqlal. Parce qu'on était Juif, on ne pouvait pas faire partie de l'Istiqlal. Il avait senti à partir de cette époque que l'engagement politique au Maroc, c'était fini pour lui, qu'il n'était d'accord avec personne. Il avait l'impression de perdre son temps et que le moment du parti était terminé, qu'il fallait faire autre chose. L'ancien communiste tire un trait sur son passé, reprend à l'université de Rabat des études de philosophie et se découvre une nouvelle vocation. Il s'était reconverti dans l'enseignement. Il était un excellent professeur de philosophie au lycée Mohamed V et les élèves l'adoraient. Au lycée Mohamed V, il fait la rencontre d'une jeune enseignante française, Marie-Cécile Dufour. Une rencontre avec le bonheur après 14 ans de vie militante et de privation. Il a rompu avec clarté dans sa tête, mais sans haine, sans rien insulter du passé. Mais son passé va l'extirper au plaisir simple de sa nouvelle vie et le rattraper 7 ans plus tard, un 23 mars 1965. Suite aux émeutes sanglantes de Casablanca, Edmond est arrêté, soupçonné, comme beaucoup d'enseignants, d'être impliqué dans les événements. Ils sont venus le prendre chez lui comme ils sont venus me prendre chez moi, comme ils ont aller prendre Mazini chez lui, comme ils ont été prendre une quantité d'autres professeurs du lycée Mohamed V. La police ne savait pas qu'il n'était plus au parti. Incroyable. 5 ans après, 7 ans après. Au fond, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'il n'était plus communiste, tout simplement. C'est la vérité. Ce qui avait beaucoup touché, c'est la répression, un peu aveugle. Ça l'avait beaucoup touché. Donc pour lui, c'est devenu difficile de vivre comme citoyen dans ce pays. Edmond ira au bout de l'année scolaire 1965, mais sa décision est prise.
l'heure du départ a sonné. Edmond quitte le Maroc et part s'installer à Paris avec son épouse Marie-Cécile. Un départ qu'il ne veut surtout pas vivre comme un juif, car il porte en lui une blessure très profonde, celle du départ de milliers de Marocains juifs pour Israël, un événement traumatisant qui façonnera à tout jamais son idéologie et ses engagements. Un an et demi après la proclamation par David Ben-Gourion de la naissance de l'État hébreu, 340 000 Juifs débarquent en Israël. Ils viennent d'Europe, mais aussi des pays arabes, du Maroc, où vivaient jusqu'en 1948 plus de 280 000 Juifs. Quand on lui dit c'est un juif marocain d'Israël, il dit c'est un juif marocain. Point. Pour Edmond Amran al-Malh, la création d'Israël est une trahison du judaïsme, notamment du judaïsme marocain, parce qu'il estime, et il a raison, qu'on a trompé les juifs marocains. Beaucoup étaient analphabètes, des petites gens sans fortune. Les plus riches sont partis à Casablanca, au Canada ou à Paris. Et la chair à canon a été envoyée dans les kibbutzim. Les Juifs du Maroc, une des plus importantes communautés juives du monde arabe. Une communauté qui s'est rétrécie comme peau de chagrin au fil du temps et des conflits. La première vague de départ eut lieu au lendemain de la création de l'État d'Israël. Plus de 90 000 Juifs quittèrent alors le Maroc, puis une deuxième vague en 1961, jusqu'à l'hémorragie de 1967, après la guerre des 6 jours. Pour Edmond, cette communauté, elle a été déchiquetée. On l'a obligé à partir. Il avait une haine pour le sionisme. Même le côté qui pourrait plus fasciner des gens de gauche dans le sionisme, en tant que projet pionnier, ce volontarisme égalitariste, ce socialisme enfoui dans le... Ça l'a jamais fasciné. Il trouvait que ça c'était une grosse escroquerie. Lui a toujours vécu ce départ comme étant l'expression d'un échec et une mutilation très profonde dans la chair et dans le corps du Maroc. Du jour au lendemain, des villages entiers du Haut et du Moyen Atlas à la population majoritairement juive depuis plusieurs siècles sont complètement vidés. Il avait énormément de reproches et même vis-à-vis des Marocains qui ont facilité aussi ce départ. Alors que ce soit les autorités ou que ce soit même un peu l'establishment local qui pour des raisons de compétition autour de ressources avait facilité le départ de ces Juifs. Dans les villes comme Essaouira, Safi, Demnat, Meknès, Fès, les Mellahs sont désertés au rythme de l'installation des nouveaux migrants, des nouveaux colons, dans les villes palestiniennes comme Yafa ou Haïfa. 750 000 Palestiniens sont jetés sur les chemins de l'exode. Pour Edmond, le sionisme qui a chassé les Palestiniens de leurs terres a également liquidé les communautés juives du monde arabe et trahi l'esprit du judaïsme. C'est devenu un adversaire idéologique et même politique d'Israël. Le dictionnaire des juifs, des écrivains juifs du monde, تتكلموا على إدمون باعتبار أنه كاتب مغربي متعصب لوطنه أنتيسيميت.
La brutalité de l'armée israélienne et les massacres perpétrés au fil des années ne feront que le conforter dans ses convictions. Nous sommes devant une situation d'une gravité extrême. Cela demande de notre part un combat de tous les jours et de tous les instants à l'égard du peuple palestinien, mais pour oser une vérité qu'on ne peut plus cacher. Il n'acceptait de parler de l'après que quand on avait intégré la reconquête ou le retour pour le peuple palestinien à la fois à sa dignité, à sa liberté, à sa souveraineté, à son identité. Et donc quand on se mettait en situation de parler des deux États, il fallait, je dirais, le faire à partir d'un postulat théorique qui était celui de l'État de Palestine déjà réinstallé. Sa rencontre à Paris avec Leila Shahid donnera un nouveau tournant à son combat, même s'il paiera cher ses amitiés et son engagement. La communauté séfarade marocaine de Paris me boycottait. Il avait très peu de relations avec cette communauté séfarade. Beaucoup lui reprochaient ses engagements. Donc, de toute façon, il n'était dans aucune activité du judaïsme séfarade marocain sur Paris ou sur la France. Je l'ai côtoyé donc de très près pendant une dizaine d'années et j'allais chez lui. Il n'y avait pas des rituels ou d'objets ou quelque chose chez lui qui me faisait penser au judaïsme. C'est comme beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche, ils ont un rapport un peu distant avec la religion. كان دائما كيتجنب الحديث على الاعتقاد الديني وملي كيتحدث عليه يعني بشكل عابر كيكون فيه واحد النوع كبير من الاحترام سواء كان عقيده توحيديه او غير توحيديه دائما كاين احترام ولكن ما كيطولش الحديث فيها. Ce n'est pas du tout un anti-religieux. C'est un anti-religion, dans le sens où la religion peut enfermer. Edmond Amram El-Maleh il se considérait marocain juif et non l'inverse. Il était rebelle, il était à mon sens athée. Il avait une foi, mais limitée. Par moments il croyait, par moments il ne croyait pas. Il était absolument non religieux. Absolument rien. Rien. Mais, comme tous les juifs d'une façon générale, qui a un peu de dignité, c'est-à-dire, on est juif, et puis si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Voilà. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire le droit d'être ce qu'on est. Il a rencontré un imam à Marrakech avec qui il a noué une amitié. Et cet imam avait invité Edmond et son épouse à la mosquée. Et Edmond pensait que l'imam avait fait une erreur et qu'il devait les inviter chez lui à la maison et non pas à la mosquée. Et Edmond a vu le imam et le imam a précisé que non, c'est à la mosquée où je vous invite à faire la prière du vendredi. Edmond l'a pris au mot et s'est rendu à la mosquée avec son épouse. Et après la prière du vendredi, l'imam les a invités chez lui pour un couscous. On a beaucoup essayé de l'utiliser comme le symbole de la convivience. Mais non, ils s'en foutaient. Il était aussi conscient
conscient de la violence des relations entre communautés, qu'il faut bien un cadre institutionnel fort pour permettre cette cohabitation, que ça ne s'est jamais passé de façon aussi sereine qu'on le pensait, qu'on le disait. Une fois, on a eu une anecdote au marché. Quelqu'un m'a parlé, m'a dit واحد اليهودي حاشاك, aide-moi avec moi. قال له أنا يهودي تقول لي حاشاك. Bien sûr, قال له سمح لي بزاف. Non, il a pas d'antisémitisme lui, mais il estime que il y a des ignorances qui blessent. Il n'était pas dupe, mais il voulait croire à cette particularité, à ce creuset. La seule fois où je l'ai entendu parler de ça, c'était quand il y avait un juif qui a été agressé à Casablanca. Et c'était la seule fois où j'ai lu une inquiétude dans ses yeux. Il a dit que ça aurait pu m'arriver moi. Parce que ce qu'il a fait, son côté marocain, ce qu'il a fait pour ce pays, ça l'a un peu protégé. Il pensait qu'il était protégé de tout. Simplement, bon, parce qu'il a donné sa vie un peu à ce pays d'une autre façon, pas comme un soldat, mais comme un homme, un citoyen. Il aime les Marocains. Quand bon Dieu quelqu'un lui dit صبري نحسن منا, فرنساوي نحسن منا, الألمان نحسن منا, il est furieux. واحد المره كنا في معرض الكتاب, جات واحد السيده ووقفات قالت له بالفرنسيه ما عرفتش انت, ما عرفتش فين شفتك. وهو ديجا هذه القضيه ما عرفتش فين شفتك, انت اجنبيه تقولها له هو في بلادو في المغرب, هذه بالنسبه ليه صافي ديك الساعه دوك الحراشف ديالو وقفوا. هو ذكرها فين شافها, هو قال لها ملي كنتو قدمتو النيميرو على بول بولز, قالت له كيفاش جاك؟ قال لها كان فضيحه, سيتي ان سكوندال مدام. قالت له علاش؟ قال لها لان المغرب هو اللي دار بول بولز, ماشي بول بولز اللي دار المغرب, وعطاه بالدار سور بلاص, شاف فيا ضرب العكاز ديالو مع الارض وقال لي كي جيتك. يعني هادو الحكايات يعني يوميا. Je le taquinais parfois, je lui dis tiens, aujourd'hui j'ai acheté des oranges marocaines et elles n'étaient pas bonnes. Il se mettait en colère sérieusement. Il dit comment les oranges marocaines pas bonnes, mais ça va pas, mais tu es un traître. Donc il aimait d'une manière folle son pays. J'ai rarement vu quelqu'un attaché à un pays comme lui. Cela fait plusieurs années que Edmond Amran El-Maleh n'en peut plus. Il a le mal du pays, veut retourner chez lui. Les quelques semaines de vacances qu'il a pris l'habitude de passer avec sa femme Marie-Cécile au Maroc, loin de l'apaiser, ne font qu'attiser son désir de retour. Le couple fait des projets, hésite, mais le destin va décider pour eux. Le destin va frapper, un coup très dur à encaisser. Edmond, il commençait un peu à fatiguer juste avant, une année avant sa maladie. Donc Marie-Cécile était là. Et quand il était malade, paradoxalement, lui, ses forces sont revenues, sont déculpées en 3 ou 4. C'était l'inverse. Une maladie. Au 114 boulevard du Montparnasse, la nouvelle est tombée comme un coup près. Marie-Cécile a un cancer. Je l'ai vu malheureusement vers la fin de vie de Marie-Cécile, et j'ai vu se transformer dans sa douleur, dans ce vieux monsieur qui, quand il a appris la maladie de sa femme... Celle qui l'assistait, lui qui marchait doucement, qui était vieux, etc. Elle était encore... C'était fusionnel, d'autant plus que c'était lui l'handicapé, c'est elle qui était forte, et sa mort était un peu... Pour lui, c'était incompréhensible.
Marie-Cécile, qui a partagé pendant une quarantaine d'années la vie d'Edmond, partageait aussi ses engagements. Avant de mourir, elle a souhaité être enterrée dans sa robe palestinienne. Et il était perdu. Il était totalement perdu. Il est resté 1 an ou 2 ici à Paris. Et pendant 1 an ou 2, je me suis occupée de lui. Il avait besoin de moi pour tout ce qu'il faisait à la maison, pour lui faire le marché, pour m'occuper de ses affaires. Pendant 1 an ou 2, c'était comme ça. Avec quelques amis, on avait un peu peur pour lui, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu vivre correctement à Paris avec cette disparition. Parce que ici, d'abord, c'était son monde, et aussi c'était son lien avec la France. Il n'y avait pas d'autre lien avec la France qu'à travers elle. C'était un peu, et c'est celle qui lui faisait accepter la France. Ce qui était clair et net, c'est après son décès, plus rien ne retenait à Paris. Ça, c'était clair et net. Et il a décidé de partir au Maroc parce qu'avec la petite retraite qu'il avait, il ne pouvait pas vivre en France. Et il est parti au Maroc, pas à cause de ça. Il est parti au Maroc parce qu'il avait besoin du Maroc pour vivre, pour respirer. Il avait envie de rentrer chez lui. Edmond tourne la page de sa vie parisienne et s'installe à Rabat dans un petit appartement au quartier de l'Agdel. Le Maroc l'a sauvé encore une fois parce que c'est en revenant au Maroc à ce moment-là qu'il a pu retrouver à la fois sa sérénité et qu'il a pu se reconstruire. Il a recréé un peu l'appartement de Montparnasse à l'Agdel. Et bon, il manquait bien sûr Marie-Cécile, mais tout y était. Il se refait une famille avec sa bonne, les enfants de sa bonne. اللي جات يقول لها اودي هذه المراه راه من العائله ديالنا. انا ما يمكنش لي نقول لها الخدامه. هذه من العائله ديالنا. لا هي ولا اولادها ولا بناتها. Il a repris un peu son rythme de dîner, les gens qui traversaient son appartement, toujours. Chaque fois j'allais le voir, il y avait toujours du monde. وحتى جر واحد تيقول ليه اللي ما مشاش عند السي عمران راه ما عنده حياه. Au gré des visites, son appartement se transformait en galerie, en atelier, en restaurant 3 étoiles, en salon littéraire, le dernier salon où l'on déguste en causant agriculture. الدار ديالو كتخدم بحال ديك القهوه جورينوي 24 ساعه على 24 ساعه الداخل والخارج اللي كيدخل كياكل واللي كيخرج كيشرب. هو ما كان كل واحد تيمشي معاه على حسب العقل ديالو على حسب المستوى ديالو ولكن اللي كان تيجمع كل شيء هو الطعام. Il avait besoin de cette tribu. Une grande tribu. فيما مشى إدمون كيربط صداقه حتى مع الناس بساط اللي كيخدموا في هذاك المحل. Il avait gardé donc cette culture un peu communiste, à la fois transnationale, universelle, mais aussi très proche, ou qui se veut très proche du petit personnel, de la bonne, du chauffeur de taxi. يعيطوا لي غير الحاج عمرهم ما قالوا ليه فلان يا الحاج. Bien sûr, les gens l'appelaient le Hajj sans se tromper sur sa judéité. Ils s'en foutaient, mais lui-même acceptait comme un signe d'une révérence, un respect. Il avait beaucoup de passages, il y avait pas mal de monde qui venait le voir et tout ça, ça il n'y a pas de problème, mais en général, il se plaignait. Edmond est un, comme dire en arabe, ngar. C'est quelqu'un qui respecte tout le temps, qui n'est jamais content de rien. اول كلمه تيوكا راه مصيبه هذه كيفاش ما جيت نقول له دير احنا بحال كنا عندك السيمانه اللي فاتت عطينا واحد الاسبوع نرتاحوا وغادي نجيو عندك غادي بكره كارثه هذه ما جيتوش عام هذا
وكانت اللحظات العظيمه عندهم اللي تكون داير باصدقاء ديالو التشكيليين وتيتكلموا في مختلفات ولو غير نكات، ولكن كان تحس بواحد الحراره ديال الحياه. وديما كان تيقول واحد الجمله عظيمه تقول كودي ما كاينه السعاده اخرى من غير هذه، وإلا قالها هو المعنى الحقيقي ديال السعاده. Edmond sort beaucoup. Il est très sollicité, conférences, vernissages. Quand il voyage, c'est souvent pour aller retrouver son amour de jeunesse, sa ville, Essaouira. À Essaouira, c'était quelqu'un qui avait ses habitudes. Il séjournait à l'Hôtel des Îles, dans la même suite, et il allait au Café de l'Horloge, où il prenait son café ou son jus d'orange 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il éprouvait le même amour pour Azila aussi bien qu'Essaouira. Et d'ailleurs, dans ses écritures, il écrivait aussi sur Azila, dans le Café Bleu, notamment en Zrirer. Il a beaucoup parlé d'Azila. Azila, un amour de maturité ou un coup de foudre, en tout cas un nouveau port d'attache. Edmond était pris de la blancheur immaculée de ses murs, de son Café Bleu, carrefour des petits pêcheurs, au lieu d'échanges et de rêves. Il rencontre un artiste à l'image de cette ville, discret et authentique. Je pense que c'est deux êtres qui étaient au fond d'eux-mêmes. Ils avaient quelque chose de semblable. Comme une forme de, bon, j'aime pas trop ce mot, mais une forme de réincarnation dans l'un, dans l'autre, ou quelque chose comme ça. Ils parlaient, sans se parler, ils parlaient le même langage. C'est des gens qui peuvent rester ensemble toute une après-midi sans dire un mot, mais ils sont sur la même longueur d'onde. أسعد يوم في حياتي هو النهار اللي تعرفت عليك. حصل واحد النوع من اللقاء عميق على مستوى روحي، على مستوى فكري، على مستوى انفعالي، على مستوى وجودي بالدرجة الأولى. يعني علاقة وجود خاصة. Edmond, il a réussi à rentrer dans le travail de Khalil comme personne n'a réussi à le faire. Il a été l'un des premiers à comprendre que le Maroc pouvait avoir cette qualité, cette force d'expression artistique dans sa peinture contemporaine, alors que le Maroc émergeait à peine. Grâce à Charqaoui, il a connu Melehi, il a connu Chaibia, il a connu Talal, et par la suite toutes les générations d'artistes qui sont venus par la suite. Je pense que tout comme lui et comme sa femme, et comme beaucoup de philosophes, la question de l'art, c'est quelque chose de primordial. Ça apporte quelque chose d'intuitif dans un monde un peu conceptuel auquel ils ont l'habitude. Et c'est comme une démonstration réelle de leur démarche philosophique. Edmond est un critique d'art dont la vie fait autorité, un critique d'art en marge des discours sur l'art, convenus ou métaphysiques. Ce que le reprochait un peu à pas mal de critiques, c'est leur côté très lyrique de faire une espèce de prose très envolée, et tout ça, où l'artiste, où le travail de l'artiste n'est qu'un prétexte un peu dans cette envolée. Mais lui, il prenait quelque chose de plus de l'ordre du contact direct avec l'artiste et avec l'œuvre. En 1996, Edmond reçoit le Grand Prix du Maroc pour l'ensemble de son œuvre. Longtemps ignoré en France, boycotté ou incompris, Edmond Amran El-Maleh est finalement reconnu dans son pays, consacré, honoré. À 93 ans, Edmond n'a rien perdu de ses habitudes. Il écrit toujours, reçoit ses amis, sort, même si c'est le plus souvent en chaise roulante. Il a été diminué
Il avait une espèce d'attaque cérébrale très minime dont il ne s'est pas rendu compte et qu'il a diminué. Et nous, on s'en est rendu compte. Et à partir de là, quand il n'est pas accompagné, il ne mange pas. Je disais, qu'est-ce qui ne va pas changer? Moi, c'est la vieillesse. Il n'y a rien d'autre. C'est la vieillesse. Tu n'as rien à faire d'autre, c'est la vieillesse. شهر قبل ما يموت إدمون في المقام درنا حفلة كبيرة ودرنا هذا وفيها هذا وعجبوه الحال وهز السيجار شهر قبل ما يموت وناض كان جبنا واحد الشيخة لأنه هو عزيز عليه ذاك الطرب ديال الأصيل وهذا وعجبوه هذاك الجو داك الشيء وناض بغى يشطح. Il y avait quelque chose de très important pour lui, c'est sa mémoire. Et à la fin, effectivement, il commençait à avoir un peu de perte de mémoire. Ce n'était pas l'Alzheimer franc, puisqu'il travaillait et tout ça, mais il perdait des noms, il oubliait des soirées et tout ça. Et ça le mettait hors de lui. Il disait, bon, bah, maintenant, si j'oublie même les noms des rues, si j'oublie le nom de mes amis, tout ça, ça ne sert à rien de vivre. Edmond est très affaibli, mais il tient à faire un dernier voyage pour revoir Essaouira. D'habitude, lorsqu'il me quitte, il me dit « à la prochaine ». Et cette fois-ci, il m'avait dit « adieu ». Mais je lui ai dit « mais à la prochaine fois ». Et il m'a dit « non, il n'y aura pas de prochaine fois ». Et il m'a quitté les larmes aux yeux. دا كيرتب الاشياء، دا كيرتب الكتب، دا كيرتب الاعمال، دا كيحصيها، دا كيهدي الاشياء ديال زوجته، يعني كيتحسب لانه كيهيئنا للرحيل. Je me demande comme il organisait tout, quelque part pour moi, il a dû organiser sa mort. Il y avait des amis très proches qui disaient non, on va l'hospitaliser et tout ça. C'était pas rendre service à Edmond, c'est pas respecter ses volontés. ما بغاش يموت هو في المستشفى، ما بغاش يمشي للمستشفى ملي عيا، فضل انه يبقى باللوحات اللي هو خاطرهم ديال اصدقائه بالكتوبه. Edmond avait peur de la mort, donc il n'envisageait pas la mort. Il se voyait comme un éternel vieillard. Mais il est resté conscient jusqu'à la fin, et entouré de tous jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu Edmond quand il est mort, parce qu'il est mort dans la nuit. Il avait été transporté à l'hôpital militaire et j'ai été moi cueillir devant son corps. Il devait être 7h, 8h30 ou 7h, 8h du matin. Il était décédé, je crois, à 2h ou 3h du matin. Edmond s'est éteint un lundi 15 novembre à l'aube. Son dernier souhait, reposer sur la terre de ses ancêtres au cimetière marin d'Essaouira. Il n'y a pas eu d'enterrement dans ce cimetière depuis déjà plus de 150 ans. C'est un lieu qu'il visitait énormément, qu'il aimait beaucoup. Et il est juste en front de mer. Et c'est ce coin-là particulièrement que lui, il désirait en fait. Il aimait le cimetière marin, il aimait Essaouira, il aimait la mer. Il aimait la mer, il aimait les alizés, ce vent, cette espèce de sensation que l'on ne trouve qu'à Essaouira. C'était une journée, très très belle journée, un peu fraîche, il faisait beau, il y avait tous ses amis, c'était magnifique. Il aurait aimé ça, voir ça. Personne n'était là par convenance. On était là par amour,
On était là parce que nous perdions un ami très cher, et un ami rare. Sur sa pierre tombale, son nom a été gravé comme il l'a souhaité en 4 langues, l'amazigh, l'hébreu, l'arabe et le français. Il aurait aimé qu'on dise que c'est un penseur marocain. Point, c'est tout. Je crois que ce qu'il aurait aimé le plus, c'est qu'on ait autour de lui compris la profondeur, la vérité et l'irréfragabilité de sa marocanité.